Why don't you spill your beans, Tommy? Skrik då! Skrik! Dis donc, Tétard, tu veux quand même pas aller au trou. Lo que hay dormida no es humano. Bonsoir et bienvenue sur le podcast Les Voyages dans la Lune, le blog pour un cinéma fantastique d'auteur. Je suis Philippe Caillet, auteur du blog, et je me retrouve accompagné aujourd'hui par mon troisième invité, Marceau Guillet, étudiant en licence cinéma à l'Université de Paris. Bonjour Marceau. Bonjour Philippe. Alors, on salue par la même occasion Alan, qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible pour l'enregistrement de cet épisode, mais évidemment, ce n'est que partie remise. Donc, pour rappel, le but de notre podcast est de faire intervenir des étudiants pour discuter d'un sujet en lien avec le cinéma fantastique, et chacun de ces étudiants nous propose un sujet de son choix. Alors Marceau, que nous as-tu proposé comme sujet aujourd'hui ? Moi je vais vous parler d'Angel Heart, qui est un film de 87 réalisé par Alan Parker, réalisateur britannique, auteur notamment de Midnight Express, de Birdie ou de Pink Floyd The Wall, mais Fame aussi, il a fait tout un tas de films cultes ou oubliés. Voilà, et donc Angel Heart, du coup, est un film, c'est un film fantastique, mais qui surfe beaucoup sur l'esthétique du film noir et qui est un film noir à sa façon, du coup. C'est ça, c'est peut-être un néo-noir, peut-être un film fantastique, peut-être les deux, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Exactement, et pour élargir un peu plus cette réflexion sur l'introduction du fantastique dans d'autres genres, moi j'ai décidé d'opposer à cette étude de Angel Heart l'étude d'un autre film qui m'est très cher et que j'adore à la folie, qui est Underground de Emir Kusturica, qui est un film dans lequel le fantastique va s'inviter plutôt dans le genre du film historique et du film de guerre. Voilà, et donc en confrontant ces deux exemples, on va aussi ouvrir une réflexion sur le sens du fantastique à la lumière des autres genres auxquels il peut venir se greffer. Voilà. Donc commençons du coup par parler de Angel Heart. Donc Angel Heart, comme je l'ai dit, est sorti en 87. C'est un film adapté du roman Falling Angel, publié en 78 par William Ortberg. Donc Ortberg, moi je ne connaissais pas avant d'étudier ce film, mais c'est un auteur qui a principalement écrit des ouvrages de science-fiction et un bouquin un peu fantasy sur la tauromachie. Mais c'est notable pour nous, il a écrit aussi le scénario du film Legend de Ridley Scott, qui est un long métrage de fantasy également. Angel Heart met donc en scène deux très grands acteurs américains, puisque c'est Mickey Rourke qui incarne le héros, ou l'anti-héros, on verra. Harold Angel, un détective privé new-yorkais, et c'est De Niro qui joue le commanditaire de l'enquête que va suivre Angel durant tout le film, un certain Louis Cypher, un homme mystérieux, étrange. On verra ça par la suite. Donc Angel Heart est un film étonnant qui a eu un succès assez modeste à l'époque, mais un succès d'estime, et qui est devenu au fil du temps plutôt culte chez certains aficionados au choix de films d'horreur fantastiques de Mickey Rourke ou de Niro. Donc on l'a dit, c'est un film d'enquête qui est constitué de codes du film noir, mais c'est aussi un film fantastique, avec des motifs, mais aussi une esthétique qui renvoie parfois même jusqu'à l'horreur. Donc comment ces deux genres s'expriment-ils dans un seul film ? Je vais essayer de faire un petit rappel d'abord du film noir. Donc c'est un genre principalement esthétique qui tire ses origines dans la littérature hard-boiled, avec les romans de Dashiell Hammett et Raymond Chandler. Et donc genre hollywoodien par excellence, de l'âge d'or, il a souvent un personnage aux prises avec un quotidien ancré dans le réel. Il présente l'archétype du détective privé. On prend l'exemple notamment de Philip Marlowe chez Chandler, qui a été immortalisé au cinéma notamment par Bogart dans Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Donc le détective, ou le personnage en général, est souvent confronté à une femme fatale qui peut lui faire perdre la raison, l'amener à sa perte, soit d'une façon diabolique dans Angel Face de Preminger par exemple, ou plus réaliste dans Assurance sur la mort de Billy Wilder. D'un point de vue esthétique, le film noir est fait d'un cadre urbain, souvent humide, d'un jeu sur les ombres assez fort, et de cadrages qui peuvent se déstructurer. D'un point de vue narratif, c'est des films qui parlent souvent au passé. On voit un événement présent, souvent un meurtre, puis on assiste, par la suite dans le film, à un flashback qui va nous révéler le pourquoi du comment. Donc il y a une dimension de fatalité très présente dans les films noirs.
Pour parler du fantastique brièvement, je vais pas forcément parler de cinéma tout de suite, ce serait un peu trop long. Je vais simplement dire que c'est une esthétique de l'incertitude qui caractérise ce genre, de l'indécision. Et ça, c'est selon Todorov, hein, donc c'est la théorisation des genres d'abord en littérature. Donc ce genre, en fait, est caractérisé par, chez le lecteur ou chez le spectateur, une hésitation face à ce qu'il voit, et cette espèce de dimension du doute. Donc on ne sait pas quelle analyse donner, et on ne sait pas si ce qu'on voit est réel, si ça existe, ou en tout cas si c'est tel qu'on le voit. Donc le genre fantastique peut se manifester dans n'importe quel cadre, n'importe quelle histoire, et donc n'importe quel genre en fait. Bien qu'on l'associe souvent aux films d'horreur, ou dans une moindre mesure au thriller, voire à la SF et l'heroic fantasy. Donc en étudiant Angel Heart, mon but ne sera pas de délimiter ces deux genres, à savoir le film noir et le fantastique, ni de distinguer les émanations génériques du film noir et du fantastique, mais au contraire comment ces deux genres dialoguent, comment ils se complètent ou parfois s'opposent. En outre, il s'agit de montrer que Angel Heart est un film hybride. Donc d'abord, ces deux genres ont des origines assez communes, d'un point de vue esthétique, notamment avec l'expressionnisme allemand. Donc on remarque ça dans l'asymétrie des cadrages, dans l'utilisation des ombres. D'un point de vue plutôt thématique, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces deux genres sont des genres de frontières. Le fantastique marque la frontière entre le réel et le surnaturel, l'étranger qui fait peur. Tandis que le film noir a une frontière plus réaliste, entre les apparences et la vérité, entre le bien et le mal. La figure du privé, du détective privé ou du PI en anglais, est l'illustration parfaite de cette frontière. Il est enquêteur, donc il a une visée de justice, mais il fréquente aussi des criminels et parfois travaille pour eux. Le privé est dans le flou, par rapport à la loi. C'est un archétype du personnage ambivalent. Donc comment fait irruption le fantastique dans Angel Heart ? Comment il contamine le réel ? Le personnage principal, on l'a dit, s'appelle Harold Angel. Donc c'est un anti-héros. C'est un détective privé qui fume des clopes à longueur de temps, qui aime les femmes ou du moins qui est aimé par elles. Son rôle ambivalent, voire ambigu, est ancré dans une routine sombre mais réaliste. Au début du film, on voit son bureau enfumé, son tiroir plein d'objets clichés du détective, le pistolet, le couteau, la carte, etc. On apprend qu'il a fait la guerre, mais qu'il s'en est sorti très vite. En somme, c'est un homme un peu comme tout le monde, avec son charme, donc Mickey Rourke, incroyable, et ses défauts, du moins en apparence. Plus qu'en apparence, hein. C'est quand même, je trouve, je me permets cette petite interruption. Je trouve quand même qu'au-delà des apparences, c'est vraiment quelqu'un qui transpire la bassesse quand même, hein. Même avant la révélation finale, on voit que, c'est un sale type et c'est un pauvre type en même temps, quoi. C'est pas... Oui, il est amoral, mais il est dans un cadre qui l'exige finalement, non ? Qu'il exige, ouais. Après, il a quand même l'air d'être toujours plus salaud que la personne qui est en face de lui, hein. J'ai pas l'impression qu'il tombe tout le temps sur quelqu'un, à part le diable en personne, en vrai, hein, d'ailleurs. Je trouve qu'il est toujours pire que la personne qu'il a en face de lui, mais... Après, c'est qu'un jugement personnel, hein, Non, mais on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc le point de départ du film semble assez commun, réaliste du moins. Il s'agit de retrouver un type, Johnny Favorite, ancien crooner mystérieusement disparu. Angel, le détective, est missionné par un certain Louis Cipher, donc De Niro monstrueux. Donc déjà là, le commanditaire est bizarre, inquiétant. Et dans cette base d'enquête propre au polar, on a ici la première occurrence du fantastique, dans le nom des personnages. Angel et Louis Cipher. Donc métaphore plus ou moins subtile, hein, par l'auteur ou le réalisateur. Bon, sans spoiler, voilà, c'est la figure de l'ange et du démon, avec leurs diverses nuances qui s'opposent. Le personnage de Louis Cipher est très intéressant car il incarne à lui seul une dimension essentielle du fantastique, à savoir l'ambiguïté. Il est élégant, De Niro, ou plutôt Louis Cipher, avec son complet sur mesure, ses cheveux gominés et plaqués en arrière, sa canne faite d'une matière riche, ses ongles longs et manucurés. Mais il y a quelque chose dans l'insistance de son regard, dans la douceur de sa voix, dans le choix de ses mots, qui dérange et inquiète profondément. On peut dire que ça tient de l'inquiétante étrangeté, donc d'après le concept développé par Freud, ou selon la traduction, de l'inquiétant familier. Dans leur première rencontre, cela s'exprime par l'impression de proximité que dégage Louis Cipher, et pourtant la distance qui le sépare dans le jungle. Dans l'espace, d'abord, ils sont en effet opposés dans un champ contre champ avec une amorce conséquente de Cipher, mais aussi dans leur échange verbal, assez froid et succinct. Les sourires de Cipher, assez francs, contrastent avec l'austérité de son apparence et du décor, et avec le caractère très sérieux de leur discussion. Enfin, quand Cipher demande à Angel s'ils ne se sont pas déjà vus quelque part, la gêne due à l'inquiétante étrangeté et l'ambiguïté de la scène atteignent leur paroxysme. Pour préciser un peu le concept de Freud, hein, que je maîtrise pas parce que je suis pas étudiant en psychologie, c'est un concept qui est en lui-même ambigu.
Il y a un flou en fait entre ce qui est familier et étranger, comme une zone grise. Il y a dans ce concept aussi la notion de secret, ce qui est caché. En l'occurrence ici c'est l'identité, cachée dans l'inconscient. Donc là je parle seulement de la première fois où on voit Louis Cypher, parce qu'il apparaît assez peu finalement dans le film, 4 ou 5 fois, mais il nous hante après le visionnage. Cette crainte qu'il nous inspire, grâce à cette douceur teintée de froideur, et d'une menace, d'un défi dans son regard, elle est sûrement aussi due à l'attention qu'ont eu Alan Parker et De Niro pour les détails caractérisant le personnage. Le diable réside dans les détails, comme on dit. Donc à titre d'exemple, De Niro tenait à ce que ses ongles poussent tout au long du film, qu'on voit discrètement que les ongles du diable s'allongent à chaque apparition. De même, sa barbe s'étoffe, ses cheveux sont de plus en plus longs, et sont même détachés dans la dernière scène où on le voit en fait, et où il se révèle. Il y a une autre anecdote qui est tirée d'un entretien d'Alan Parker pour le British Film Institute. Donc il raconte que De Niro était très attaché à ce que le personnage ait un bâton, un walking stick, et qu'il est allé jusqu'à Paris pour en choisir plusieurs. Une canne. Une canne, ouais. Une canne. Et il en choisit 6 qui valent 30 000 euros. 30 000 euros chacun. 30 000 euros, non, en tout. En tout. Donc Parker envoie un émissaire qui en choisit une, mais bon voilà, c'est pour montrer un peu le souci du détail, l'acteur studio, quoi. Autre scène marquante de Louis Cypher, c'est la scène du restaurant, dans laquelle il décortique un œuf devant Angel. Et ça illustre parfaitement le fantastique, et assez bien aussi l'inquiétante étrangeté. Cypher, dans cette scène, explique à Harry Angel que l'œuf représente l'âme. Ce après quoi il croque l'œuf, et le mâche avec vigueur en regardant Angel d'un air menaçant. Au-delà de l'ironie de la scène, qui tient au fait qu'Angel ne sait pas vraiment qui il recherche, c'est en fait lui-même, ni qui est Cypher, la mise en scène et les dialogues jouent de l'ambivalence du personnage de Cypher, qui semble compréhensif envers Angel, mais en même temps menaçant, et de plus en plus pressant. À travers ce personnage énigmatique, qui guide Angel tout en le menant à sa perte, parce qu'il est le diable, et que lui est celui qui lui a vendu son âme, on voit que c'est un film qui mue. On pourrait même dire un film qui mute. Le personnage, ses ongles, ses cheveux, évolue au fil du film. Son rapport au personnage principal évolue également. Donc ce film est à la base une enquête somme toute banale, avec des codes du film noir, et on avance vers quelque chose d'impalpable, de menaçant, de moins en moins réaliste et de plus en plus inquiétant. Il y a quelque chose de moite dans ce film. À ce titre, on pourrait d'ailleurs parler du cadre humide qui est présent pendant tout le long métrage, la pluie... Assez traditionnel du film noir, tout ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Cette évolution, cette mutation, en plus de passer par les changements physiques et d'attitude du personnage de Cypher, elle passe aussi par des flashbacks. Ces flashbacks sont révélés à la fin. Avant la révélation finale, ils apparaissent seulement comme des plans isolés de la trame, des visions cauchemardesques, venues tout droit des enfers. Ces plans décousus sont destinés au spectateur. Il convient de dire d'ailleurs que le spectateur a le point de vue du détective Angel jusqu'à la fin du film. C'est intéressant parce que ces visions, on ne sait pas que ce sont des flashbacks au début, comme je l'ai dit, et c'est quand Angel comprend qui il est vraiment, comprend l'objectif réel de sa quête, c'est-à-dire quand il se souvient qu'il a vendu son âme au diable et que le diable vient pour la récupérer, que ces visions sont établies comme des flashbacks. Donc ici, comme dans le film noir, le flashback révèle ce qui est caché. Ces flashbacks, d'un point de vue fantastique, ont aussi une part de dissimulation. Ils cachent quelque chose, sont en demi-teinte, comme dans une zone grise. C'est cette zone grise qui caractérise l'ensemble du film. Cette ambivalence, d'abord dans l'identité des personnages, parce que Angel n'est qu'une création, et le vrai personnage, c'est Johnny Favorite. Cette forme de dissonance dans le son, dans la musique, dans l'image. Johnny Favorite, qui d'ailleurs est un pseudonyme. C'est même pas le nom de son vrai moi, en fait. Hein. C'est son nom de scène. C'est le nom du crooner. Donc en fait, il a 3 noms. Il a 3 noms et donc presque 3 identités. Exact. Donc je parlais de la zone grise, du flou en fait dans l'identité d'abord du personnage principal, mais aussi d'une forme de dissonance qui se manifeste dans le son, dans la musique du film et aussi dans l'image. Donc j'ai parlé des plans décousus, déstructurés. On pense au plan de l'ascenseur, des escaliers en colimaçon interminables et vertigineux. Et cette dissonance, on la retrouve dans certaines caractéristiques du film noir, d'un point de vue thématique d'abord. Dans le film noir, il y a une dissonance entre un rêve américain et une réalité sociale ou criminelle qui contrarie ce rêve. Il y a une dissonance aussi entre des personnages beaux ou des riches décors et des actions moralement atroces. Au niveau musical et sonore également, on a souvent des mélodies arythmiques,
des instruments qui divergent. Et ça, c'est présent aussi dans Angel Heart. À travers la mélodie, la nappe électroacoustique qui est teintée de saxophone, on a une mélancolie, on a une dimension floue et inquiétante. Si je puis me permettre, c'est ce qui fait quand même qu'il y a une différence par rapport à la tradition du film noir, c'est que là, en effet, il y a toute cette dissonance, comme tu dis, qui est très présente dans le film, mais on sent vraiment le poids, on a vraiment plus que jamais là le sentiment qu'en réalité, j'y reviendrai plus tard aussi, cette dissonance, elle répond à un ordre, en fait. Elle répond vraiment à un ordre établi, elle est très très contrôlée, en fait. C'est-à-dire qu'elle intervient à des endroits où il semble qu'elle n'est pas censée intervenir, mais pourtant elle a toujours l'air d'une certaine manière de tomber à pic. Parfois aussi, parfois j'ai l'exemple de trois moments très précis dans le film où il y a des jeux de regard qui tombent pile avec une note de musique. Alors la première, c'est avec l'attaché du diable ou son avocat, je sais plus, je me souviens plus du nom du personnage, mais qui lève la tête un moment vers la fin du premier entretien, qui lève la tête pile lorsque tombe une certaine note de musique. On a aussi la scène avec les deux petites bonnes sœurs là, qui sont assises, qui lèvent la tête puis qui remettent la tête dans leur bouquin, comme si c'était une chorégraphie très préméditée. Et on a la scène dans un magasin, je ne sais plus si c'est dans un magasin vaudou, c'est ça, ou quelque chose comme ça, lorsque Angel du coup mène une enquête sur Tout de Suite. Je crois que c'est à la Nouvelle-Orléans. C'est un magasin vaudou à la Nouvelle-Orléans, oui, je crois. Possible, voilà. Ouais. Et lorsqu'il sort du magasin, il y a la vendeuse qui regarde brièvement sur le côté et paf. Enfin, et de façon en fait très chorégraphiée. Il y a plein de choses, sans parler évidemment de l'ascenseur, de tous les instruments de ventilation qui sont quand même très esthétisés dans le film. On a vraiment ce sentiment que, et j'y reviendrai, comme j'ai dit, je développerai ce que pour moi ça signifie. Mais tous ces éléments qui évoquent la dissonance, pour moi, ce qui est marrant dans Angel Heart, c'est que on sent en fait qu'il y a quand même un marionnettiste derrière. Inutile de préciser lequel. Le réalisateur. Je pensais. Le diable il était peut-être utile de le préciser, oui, c'est plus ça. Mais j'y reviendrai du coup. Non, parce que tu parles de motifs visuels surtout et sonores avec des sortes de contrepoints et tout. Mais ça, c'est une logique de montage et de mise en scène. Donc, moi, je parle plutôt d'un point de vue narratif. Oui, mais le fait que ça s'exprime dans la forme, je pense que ça dit aussi quelque chose sur le fond. À l'inverse, quand je parlerai de Underground, tu verrais que c'est totalement en réalité là c'est totalement différent, et que je pense que le fait de cultiver une esthétique très ordonnée, ça fait ressentir qu'il y a un ordre qui régit la narration, une logique interne à la narration, un ordre, alors que à l'inverse, une réalisation très chaotique fait sentir qu'il n'y a pas de règle. Mais là, je prends un peu le pas sur la suite de l'analyse, enfin de l'étude, du débat. Voilà. Donc il ne fait aucun doute qu'il y a une proximité dans la forme entre le fantastique et le film noir, ainsi que dans certaines thématiques. Donc on l'a dit, il y a des ombres, un jeu important sur les ombres. On le voit dans le bureau de Johnny Favorite, ou Angel Harry. Il y a une atmosphère sombre, qui est plutôt réaliste, forcément dans le film noir, et qui est due à des règles surnaturelles, souvent, dans le genre fantastique. Et il y a une opposition plus ou moins manichéenne du bien et du mal. Je dis plus ou moins parce que je me rappelle de Jean-Pierre Eskenazi, qui note que le film noir oppose de manière manichéenne le bien et le mal, mais note que de fortes nuances sont présentes aussi. C'est le cas, à mon sens, dans ce film aussi, parce que, comme tu le dis, il y a tout un tas de motifs très organisés qui viennent perturber nos repères, qui viennent perturber notre perception. Alors que, bon, si on s'en réfère, par exemple, comme je disais, au nom des deux personnages principaux, l'opposition est évidente. Donc cette proximité entre ces deux genres, elle existait aussi d'un point de vue esthétique durant l'âge d'or hollywoodien. Quand des cinéastes comme Jack Tourneur réalisaient des films fantastiques, donc il a réalisé La Féline par exemple, avec un superbe travail sur les ombres,
et des films noirs. Donc La Griffe du passé avec Robert Mitchum. Donc là, on a un réalisateur de l'âge d'or hollywoodien qui réalise pour un seul studio, la RKO en l'occurrence, 2 films de genre distincts, mais qu'on peut rapprocher esthétiquement parfois. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a aussi réalisé un film qui s'appelle Vaudou, et que c'est un thème qui est présent dans Angel Heart. Pardon, donc pour conclure en gros sur le fantastique dans Angel Heart, comment ces motifs étranges ou surnaturels apparaissent et modifient le réel, ou en tout cas notre perception du réel. Ici, c'est le fantastique qui révèle ce qui est caché, ce qui est secret. L'identité oubliée d'Angel, qui n'est autre que le crooner recherché Johnny Favorite. Cette révélation passe par les flashbacks, en tout cas des flashbacks qui se révèlent comme tels à la fin, mais aussi, on l'a vu, par les occurrences du personnage de Louis Cypher, qui prennent sens lorsque l'on comprend le tout, la finalité de l'histoire. Moi, ce que je trouve très intéressant, alors d'abord j'ai oublié de préciser, hein, j'ai adoré Angel Heart, tout ce côté film noir, film post-noir un peu, dont l'esthétique me rappelait un peu un film que j'adore qui est Seven de David Fincher, mais en plus avec une ouverture vers le fantastique. J'avais l'impression de voir une espèce de film à mi-chemin ou à cheval entre Seven du coup et Ring. C'était assez marrant, c'était pas juste marrant, hein, c'était envoûtant même. J'adore regarder des films comme ça. Et sur le rapport entre le film noir et le fantastique, ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que dans le film noir, il est toujours question d'une machination, et comme tu l'as dit, il y a un mystère derrière, on n'a pas toujours toutes les réponses. Je pense par exemple au film En quatrième vitesse de Robert Aldrich, qui se termine avec cette valise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est plus ou moins une métaphore, je pense, de la bombe atomique. Et évidemment, quand on a vu En quatrième vitesse, on comprend immédiatement qu'elle a servi de source d'inspiration pour celle beaucoup plus connue de Pulp Fiction de Tarantino. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, voilà, on sait toujours pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que justement ce mystère de la machination, qui est un peu le fer de lance, j'ai envie de dire, du film noir. Là, c'est en fait c'est la porte d'entrée, c'est ce qui trace tous les chemins qu'on peut emprunter pour introduire le fantastique dans le film, et c'est ce qui est utilisé, c'est-à-dire que la machination suprême s'avère être celle du diable en personne. Il y a les éléments de l'architecture urbaine comme l'ascenseur, la ventilation, qui semblent être sous le contrôle d'une force surnaturelle, et la perfidie et la bassesse du personnage principal, qui prend un sens finalement totalement inattendu, qui est un sens ésotérique. C'est-à-dire que littéralement ce petit sac à merde, hein, parce que c'est un peu le cas, finalement c'est la version ésotérique du sac à merde, c'est-à-dire celui qui a vendu littéralement son âme au diable. Justement, je trouve qu'il va plus loin dans cette direction du fantastique que même des films qui avaient ouvert la porte à l'inquiétante étrangeté, comme j'ai dit, En quatrième vitesse, ou d'autres films, comme je le dis, post-noir, comme Blue Velvet de David Lynch. Dans Blue Velvet, on n'a jamais réellement du fantastique, mais vers la fin, on se dit, je sais pas si tu l'as vu, Blue Velvet, à la fin, on se dit, dans la dernière scène la scène de confrontation finale, si j'ose dire, on se dit, mais comment est-ce que ce type qui est censé être mort, attaché, il peut tenir debout, et il suffit que l'autre lui tire une balle pour qu'il tombe à la renverse, comme dans Harry Potter avec le sortilège Petrificus Totalus là. C'est assez absurde, mais bon, le film, par exemple Blue Velvet, ne va pas plus loin dans son exploration du fantastique, après avoir finalement emprunté les mêmes chemins que Angel Heart, c'est-à-dire le mystère, la machination, la perversité, tout ça. Sauf que Angel Heart va plus loin. Il va à un stade à peu près comparable à celui de Rosemary's Baby, de Roman Polanski, ou de Barton Fink, des frères Coen. La principale différence, c'est que Rosemary's Baby et Barton Fink sont peut-être des films plus libres, donc qui ne s'appuient pas autant que Angel Heart sur les codes d'un genre cinématographique préétabli, mais à ce titre, du coup, c'est ce qui rend aussi Angel Heart paradoxalement pas forcément plus intéressant, mais intéressant à sa manière, c'est que... à décrypter. À décrypter, c'est qu'il y a vraiment tout un travail sur les codes, et c'est assez significatif si on veut réfléchir à comment le fantastique peut s'inviter dans une œuvre qui, a priori, n'est pas censée l'être. Donc maintenant, moi, de mon côté, je vais vous parler du film dont j'avais prévu de vous parler, du coup, qui est Underground de Emir Kusturica.
grand film, chef-d'œuvre absolu. Palme d'or, s'il vous plaît, du Festival de Cannes de 1995. Donc à la base, Underground, c'est un film historique ainsi qu'un film de guerre. Et le fantastique sera la manifestation du regard de Kusturica sur la guerre et sur l'histoire dans leurs substances respectives. Petit résumé du film pour commencer. Nous sommes en 1941. L'Allemagne nazie bombarde Belgrade. Marco, petit voleur et escroc, cache sa famille dans son sous-sol, apparemment pour les mettre à l'abri de l'occupation. Seulement, une fois la Seconde Guerre mondiale finie, Marco fait croire à ses protégés qu'elle continue et leur fait fabriquer clandestinement, donc toujours dans ce sous-sol, leur fait fabriquer des armes pour soi-disant lutter contre les nazis, mais en réalité, il se lance dans le commerce d'armes et il va profiter des deux guerres à venir, c'est-à-dire la guerre froide puis la guerre de Yougoslavie, pour entretenir ce commerce totalement ignoble. Et entre-temps, c'est un véritable village qui va s'établir pendant 20 ans dans le sous-sol de Marco, de façon totalement surréaliste. C'est un village très très festif. Voilà, ça c'est le résumé du film dans les grandes lignes. Donc pour présenter brièvement Emir Kusturica, je dirais que c'est avant tout le plus grand représentant au cinéma du courant du réalisme magique. On peut citer notamment Le Temps des Gitans et Arizona Dream. On peut évoquer le fait qu'également il avait songé à adapter à l'écran le roman culte 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, donc référence ultime du réalisme magique en littérature. Pour présenter le personnage de Kusturica, il naît en 1954 à Sarajevo. La composition culturelle de sa famille est extrêmement diverse, mais surtout représentative de l'idéal d'une Yougoslavie unie. Et ainsi, jusqu'au bout, Kusturica fait le choix de se définir avant tout comme yougoslave, donc pas comme serbe, pas comme bosniaque ou comme orthodoxe, ou comme musulman, ou comme communiste, ou pas. Comme yougoslave, il se définit essentiellement comme yougoslave, et la fracture sanglante que subira sa nation le mènera à l'exil, et la nostalgie du mythe yougoslave le guidera dans l'essentiel de sa filmographie, notamment Underground. Donc durant toute sa durée, le film convoque les références visuelles de la BD, de la comédie musicale, du cartoon et du burlesque. Donc c'est un film qui est d'abord très marqué par l'humour. C'est un film, c'est une comédie aussi, c'est une comédie au même titre que Parasite de Bong Joon-ho. Parasite d'ailleurs, que je pense a été inspiré à plusieurs égards de Underground. Je vous laisserai regarder les deux films, les comparer pour vous faire votre avis, mais ça c'est mon avis personnel. Donc en les temps troubles qui sont dépeints dans Underground, la joie de vivre semble primer sur le malheur de la guerre. C'est tout le temps la fête, il y a une insouciance et un humour des personnages à toute épreuve. À travers cet humour omniprésent, le film se moque du mythe d'une vérité officielle, de l'absurdité de la guerre et des espoirs. Les espoirs, et des espoirs désespérés de l'humanité, comme l'attestent les titres respectifs des 3 chapitres. C'est-à-dire chapitre 1, la guerre, chapitre 2, la guerre froide, chapitre 3, la guerre. Ce qui fait du désespoir la source d'un comique de répétition. Pour Kusturica, je cite, ouvrez les guillemets, la vérité de l'histoire, c'est qu'elle se répète, fermez les guillemets. La logique de fond d'Underground, finalement, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut de la vérité. Le réel est instable, donc si on veut célébrer le bonheur au milieu de l'horreur de la guerre, eh bien soit. Tant pis si ce n'est pas réaliste. Et histoire d'enfoncer le clou, faisons dans la surenchère de bouffonnerie pour dire que cette notion-là est en soi absurde, donc la notion de réalisme. Donc forcément, quand on part comme ça ouvre un boulevard à l'usage du fantastique. Ce qui est aussi très marquant dans le film, c'est la prédominance du chaos, qui a l'air de régner plus que n'importe quoi d'autre. Enfin, le film est marqué, le film est porté par le chaos. Chaos mis en valeur par la fréquence des festivités tout au long du récit. L'absurde met à mal les unités de lieu, de temps et d'action. De lieu par ce souterrain, ce sous-sol qui se transforme en village et qui, par-delà ses frontières, mène à un réseau souterrain par lequel on semble pouvoir traverser toute l'Europe en moins d'1 heure. Unité de temps aussi par les 5 ans gagnés en retirant 6 heures de chaque journée passée dans le sous-sol de Marcos sur 20 ans devenus du coup 15 ans. Ou encore l'aspect circulaire de l'histoire qui se répète et aspect circulaire qui du coup prend le pas sur le linéaire. Enfin, l'unité d'action, alors là je sais même pas par où commencer pour l'unité d'action, parce que dans chaque scène il y a un rapport cause-conséquence qui n'a pratiquement aucun sens. En termes de dialogue, j'ai l'impression que tous les dialogues ne sont que soit des idioties, soit des mensonges. Toutes les seules répliques qui semblent avoir un peu de sens et un peu de profondeur, finalement, c'est celles qui sont issues de chansons, de poèmes. On a l'impression que les personnages ont l'air de dire quelque chose qui à la fois a un peu de sens et en même temps n'est pas un mensonge. Parce que tout le reste, c'est mensonge et idiotie. Si je dois prendre une ou deux scènes, je saurais pas, là franchement je saurais pas laquelle me vient à l'esprit parce que toutes les scènes sont complètement surréalistes, mais si je dois parler
Ma préférée, c'est peut-être celle avec la mariée qui vole, où elle commence par être magnifique scène, où elle est d'abord portée par une machinerie, et puis en fait, on se rend compte qu'elle est vraiment en train de voler, sans qu'il y ait la moindre rupture en termes de réalisation d'ailleurs, hein, parce que c'est guidé par la musique, mais elle ne se met pas à voler sans machinerie à un moment particulier de la musique, ni à un moment particulier de l'action ou de la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a une continuité totalement ininterrompue. Et bon, d'abord, elle vole de façon artificielle, et puis après, elle vole de façon naturelle. C'est comme ça. C'est-à-dire que je crois que enfin, il me semble, hein, la machinerie disparaît, en fait, enfin, du moins du champ. On la voit plus. Ah bah non, c'est même plus juste qu'elle disparaît du champ, c'est qu'elle disparaît de l'action, en fait. Parce qu'après, on continue à voir la mariée voler, mais sans la machinerie. Et on voit qu'elle est plus portée par quoi que ce soit. Elle plane toute seule. Voilà, elle plane toute seule. Et tu vois, tu t'en es même pas rendu compte, c'est parce qu'il n'y a rien pour le mettre en valeur, en fait. C'est normal, c'est comme une continuité. Et puis évidemment, on peut parler de certaines scènes très drôles, genre au début du film, lorsque les bombardements commencent, avec le couple de Marco et sa maîtresse du début du film qui sont en train de copuler. La maîtresse qui part en courant parce qu'il y a les bombardements, et le premier réflexe de Marco, c'est de finir de se masturber alors que la ville est en train de tomber en ruine. Voilà, c'est quand même... comme j'ai dit, c'est les premières scènes qui me viennent à l'esprit là instinctivement, mais en vrai elles sont à peu près toutes comme ça, hein, dans le film. Donc unité d'action, surréalisme total, sans parler des personnages qui meurent mais en fait non. C'est-à-dire le personnage de Blackie qui explose dans une valise après avoir décroché accidentellement une grenade, mais en fait non, il n'est pas mort. Ok, il n'y a pas de raison, mais c'est comme ça, il n'est pas mort. Voilà, il y a aussi des hasards impossibles, des personnages qui se retrouvent, qui étaient éparpillés à travers le temps et l'espace et qui se retrouvent par on ne sait quel miracle, sans qu'on se pose réellement la question. Donc on est dans un monde où tout est possible, tout est imprévisible et en perpétuel mouvement. Rien n'est jamais à sa place, mais quoi que ce soit, en a-t-il réellement une de place ? Dans ce chaos organisé par Kusturica, les registres s'entrechoquent. L'absurde tourne en dérision l'horreur de la guerre pour donner un espace d'expression à un registre épique qui devient à son tour l'objet de la farce cruelle qui redonne place dans le dernier chapitre du film à d'authentiques visions d'horreur, mais qui seront ainsi elles-mêmes finalement allégées pour offrir un happy end burlesque qui finalement n'en sera pas un, puisque comme l'indique le carton final, cette histoire n'a pas de fin. Et si moi, Philippe Caillet, je continue de relater cette réaction en chaîne, j'ai bien peur que mon monologue non plus. Ainsi, je vais opter pour une citation d'un esprit plus synthétique que le mien, c'est-à-dire celui d'Antoine Debec des Cahiers du cinéma. Ouvrez les guillemets, l'hétérogène du film fait ici figure de mouvance vitale, de terreau fertile et mélangé. La constitution de l'œuvre se nourrit de la décomposition généralisée. Chaque chose est hantée par son contraire et tous les êtres de ce monde chaotique possèdent une faculté de métamorphose synonyme de survie. Fermez les guillemets. Un espace-temps déstructuré, un absurde qui casse chaque registre pour les faire passer de l'un à l'autre. Voilà autant d'éléments qui creusent une brèche dans le réel, une brèche dans laquelle le mythe, dans son état le plus sauvage, est le bienvenu. Si Kusturica se moque du registre épique déployé en temps de guerre, il lui laisse une chance d'exister dans une réalité souterraine où il semble avoir toute sa place. Le récit épique de la Seconde Guerre mondiale continue dans le sous-sol de Marco. Après tout, si le film commence avec ce traditionnel « Il était une fois », c'est bien pour une raison. C'est comme si recadrer cette épopée antifasciste de la Yougoslavie à sa fonction de conte et de mythe était le meilleur moyen de lui rendre ses lettres de noblesse, au lieu de la travestir en une réalité dont la fiabilité a été détruite par l'histoire. Kusturica, qui s'est toujours défini comme yougoslave et assume sa nostalgie d'une nation perdue, déplore la victoire du réel sur le mythe, de l'absurde sur l'imaginaire, mais avec Underground, remet la force de l'absurde au service du mythe. Un mythe absurde et, après tout, moins absurde qu'un réel absurde. Mais, paradoxe, plus le réel est absurde, plus il est porteur de fantastique, car l'absurde est une faille dans le rationnel. Antoine Debec, encore une fois, des Cahiers du cinéma, parle d'une, je cite, mystification du mythe, où le mythe de la Yougoslavie de Tito devient une métaphore. Sylvie Rollet de Positif rappelle quant à elle que l'ironie dans tout ça, c'est que la question originelle de Kusturica lorsqu'il a voulu devenir réalisateur était « Comment filmer le réel ?» C'est quand même assez ironique de se dire qu'il a commencé en se disant « Comment filmer le réel ?» et qu'il en arrive à filmer un film comme Underground. Il y a des questions à se poser. Remettre le mythe à sa place de mythe, finalement, n'est-ce pas lui donner sa dimension la plus réaliste possible ? N'est-ce pas le meilleur moyen d'éviter le désenchantement, ou du moins de lui donner une possibilité d'être éternellement reconverti en enchantement ? À terme, lâcher prise avec l'idée d'une réalité objective, immuable,
tangible, officiel, n'est-il pas le meilleur moyen d'échapper à l'horreur de la barbarie humaine? Si on fait un parallèle entre la réalité de la guerre de Yougoslavie d'Underground et de la guerre civile espagnole du labyrinthe de Pan, de Guillermo del Toro, on peut dire alors que Emir Kusturica est lui-même l'Ophélia de son propre film. À terme, c'est donc le réel qui joue le rôle du mythe et vice-versa. D'un côté, l'authenticité émane d'un mythe assumé comme tel, d'un autre, le fantastique émane d'un réel assumé comme instable et donc affranchi de ses lois. Ce que tu dis, peut-être que tu vas en parler après, ça me fait penser à ces scènes où en fait il travestit les images d'archives en fait, où en fait ces personnages, aussi absurdes soient-ils, ils interviennent dans des images de Tito, dans des images de défilés à Belgrade ou en tout cas en Yougoslavie. Et bon, ça fait penser aussi, tu parlais d'enchantement, à Forrest Gump en fait. Forrest Gump, ce mec un peu, bon, voilà, mentalement au QI en tout cas faible, qui arrive à des choses incroyables et qui change l'histoire en fait. Donc ouais, super intéressant comme analyse. Mais en même temps, c'est vrai que l'absurde, il est très présent dans Forrest Gump et c'est ce qui fait à la fois... C'est ce qui nourrit d'ailleurs, pour faire un petit détour par Forrest Gump, c'est ce qui nourrit justement à la fois l'aspect comique du film et son aspect tragique. C'est-à-dire que c'est un film très émouvant, donc encore une fois, on a plusieurs registres qui s'entrechoquent. Ouais. L'absurdité, il joue un rôle et c'est un travail formidable... Un travail formidable sur le registre. Donc voilà, aussi on pourrait parler des films de Pixar qui sont très très doués pour faire passer, enfin pour faire en sorte que un registre, que les éléments d'un registre puissent également être un moteur pour l'autre. Et puis c'est ce qui, je pense, fait la force d'un film nuancé artistiquement. Mais pour résumer, en traitant l'absurdité de la guerre sur le mode de l'humour, Kusturica ouvre la porte à un déferlement chaotique et surréaliste qui brouille totalement les pistes entre réel et mythe, en assumant de ne chercher aucune réponse à la question et qu'une bonne histoire, avec un grand H comme celle de la Yougoslavie ou un petit H comme celle d'un film de fiction sans prétention documentaire, qu'une bonne histoire doit assumer sa part d'irréel jusqu'au bout, puisqu'on n'aura jamais vraiment la garantie de sa fiabilité absolue. Par conséquent, le fantastique ne s'en retrouve que davantage le bienvenu, et c'est finalement ce déferlement d'imaginaire, catalyseur de tous les enjeux du film, qui va lui donner sa force poétique, lui faire atteindre sur certaines séquences le paroxysme du sublime. Donc je renvoie encore une fois à la scène de la mariée volante, et puis finalement tout simplement en faire un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Rien que ça. Donc, entre Underground et Angel Heart, le point commun qui m'a frappé et dont je ne m'étais pas rendu compte lorsque j'ai choisi d'opposer le premier au deuxième, c'est la présence dans ces deux films de plusieurs cultures religieuses et qui va poser de façon sous-jacente et à chaque fois différente la question de la foi. Dans Underground, les symboles du christianisme orthodoxe sont évoqués au même titre que ceux d'une culture balkanique plus païenne, notamment lors des séquences de mariage. Kusturica pense son héritage comme celui d'un lyrisme et d'une tendresse héritée du paganisme et d'un sens du sacrifice hérité du christianisme. Dans Angel Heart, on suit le voyage d'un athée on ne peut plus sceptique à travers les milieux du catholicisme, du protestantisme et du vaudou, là aussi dressant le portrait d'une Amérique à l'héritage multiculturel. Mais là, je m'égare, parce que ce n'est pas exactement ce dont je veux parler. Ce qui était important à retenir, c'est que la question de la culture religieuse soulève celle de la foi, et celle de la foi est fondamentale de celle du fantastique. Et les deux films sont particulièrement intéressants à opposer parce qu'ils adoptent deux attitudes totalement opposées face à la question spirituelle. L'un, Underground, film historique et film de guerre, traite l'histoire avec un grand H comme histoire avec un petit H, et tourne le dos à la raison humaine, car la guerre est l'abandon de la raison humaine. Résultat, c'est le chaos qui règne, et si Kusturica choisit de lâcher prise face aux règles qui sont censées assurer l'ordre naturel des choses, c'est pour finalement montrer que la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Lui-même, par ailleurs, estime que, ouvrez les guillemets, filmer, c'est faire voler en éclats l'ordre apparent et en faire surgir le désordre. Fermez les guillemets. A l'inverse, Angel Heart reprend les codes du film noir dont le maître mot est mystère
Et là où dans la tradition du genre, les zones d'ombre sont volontairement entretenues dans le scénario, Alan Parker fait le choix de remplir ces zones d'ombre par l'irruption d'un ordre surnaturel, celui du mal en l'occurrence, c'est-à-dire du diable en personne. Le fin mot de l'histoire d'Angel Heart, c'est que tout d'une certaine façon a toujours été à sa place et a joué son rôle selon un ordre préétabli. Le fantastique vient ici donner un sens à cet ordre, là où Underground donnait un sens au chaos. Parker, avec Angel Heart, s'inscrit dans la tradition humaine la plus ancestrale, à savoir faire appel à l'imaginaire pour donner un sens à ce qui nous est inaccessible, au-delà de nos limites de simples mortels. Kusturica, de son côté, laisse entrer le fantastique dans son récit en retirant toutes les barrières d'un prétendu ordre logique des choses. Donc on a d'un côté la quête perpétuelle d'un sens à l'existence, et de l'autre, l'abandon pur et simple de cette même quête. C'est deux instincts face à la question de la foi qui sont diamétralement opposés et qui, je pense, incarnent deux pôles autour desquels on peut envisager la question du fantastique dans sa globalité. J'en arrive à penser aujourd'hui que la problématique de la foi au sens large est probablement l'élément le plus crucial du genre fantastique. Chaque film fantastique interroge à sa manière notre rapport à la foi, parce que c'est fondamental si on souhaite aspirer le public dans une œuvre de fiction. J'ai d'autres exemples flagrants dans d'autres genres, par exemple pour l'horreur. Je peux penser à The Lighthouse de Robert Eggers, de Hérédité de Ari Aster ou de Ghostland de Pascal Laugier, qui chacun interroge sur la définition de l'horreur par le biais de la foi. Dans Ghostland et dans Hérédité, on a la question du déni qui est extrêmement présente, qui est une question d'ordre psychiatrique, mais qui est la question de ce qu'on choisit ou pas de croire, en l'occurrence surtout ce qu'on choisit de ne pas croire. Donc c'est une question de foi. C'est une question de foi à travers aussi celle du traumatisme, et le traumatisme, c'est aussi une question fondamentale de l'horreur. Même l'horreur de la vraie vie, hein. Ça peut aussi être l'horreur de la guerre, on peut faire des films d'horreur basés sur la guerre aussi. The Lighthouse, c'est un peu plus compliqué, enfin c'est pas un peu plus compliqué, le mécanisme de la question de la foi est un peu différent, parce que ce qui est incroyable avec ce film, que je recommande par ailleurs et qui est un chef-d'œuvre absolu, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. T'as aimé ? Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai adoré. Et d'ailleurs dans ces mécanismes artistiques, on sent qu'il y a des proximités quand même avec Underground, notamment l'usage de l'absurde pour mener à quelque chose de peut-être plus fondamental spirituellement. Parce que dans The Lighthouse, on est d'emblée dans une esthétique extrêmement kitsch. Tranché, ouais. Oui, tranché et kitsch, et puis même grotesque, ridicule. Donc, on doit se poser la question de comment est-ce qu'on va finir par faire croire au spectateur à cet univers, comment est-ce qu'on va l'aspirer dedans, et comment est-ce qu'on va lui faire voyager dans quelque chose qui finalement va être assez vertigineux. Donc là, la question de la foi, elle est pas forcément interne à la narration, quoique un peu d'une certaine manière, mais autre. Mais là, elle est surtout pertinente dans la logique même de la création du film. Oui, on peut parler de l'horreur aussi, parce que Angel Heart est quelque part aussi un film d'horreur. Déjà, le fait d'avoir comme, disons, deuxième rôle le diable, c'est un parti pris, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le film d'horreur. Même si la représentation du diable est aussi réaliste, entre guillemets, parce qu'il est fait de chair et d'eau, et en plus, dans la personne de De Niro, il y a une dimension ambiguë, parce qu'on a plutôt l'habitude d'aimer De Niro que d'en avoir peur ou de le détester du moins. Les nerfs à vif quand même. Je l'ai pas vu, les nerfs à vif. Non, ouais. Bon, il est Personnage caméléon, de psychopathe notoire. C'est vrai. Non, mais tu parlais de la foi, et c'est vrai que c'est quelque chose de très présent dans le film d'horreur, depuis L'Exorciste, mais sûrement avant. Voilà, juste le principe de possession, c'est quelque chose qui est inhérent à l'horreur. Tu parlais du vaudou, les zombies viennent du vaudou. En tout cas, la notion de zombie vient du vaudou. La possession par un esprit païen, le réveil des morts, l'empoisonnement, c'est tout ça, c'est des choses qui nous font peur parce que on ne sait pas les saisir, parce qu'on y croit quelque part au fond de nous, malgré le fait qu'on soit sûrement, toi et moi, des personnes... Cartésiennes, Cartésiennes, on va dire. c'est joliment dit. Non, mais voilà. Après, moi, j'ai pas forcément... Là, j'ai peut-être un peu plus de mal à envisager Angel Heart comme film d'horreur à part entière. Ah non, pas à part entière. Enfin, à part entière, non, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas forcément la mythologie d'un film qui en fait un film d'horreur. Peut-être que Angel Heart, il a des... Non, c'est ni forcément dans une esthétique, ni dans une mythologie. Je pense que pour moi, ce qui fait un genre, c'est avant tout l'intention qu'on met derrière. Pour moi,
Ce qui définit pour moi un film d'horreur, c'est que c'est un film qui est là pour faire peur, pour choquer, pour horrifier, pour perturber. Donc c'est peut-être à ce niveau-là éventuellement qu'il y a des éléments qui sont vraiment fondamentaux du cinéma d'horreur dans Angel Heart, et notamment surtout la fin, c'est-à-dire que c'est une fin extrêmement désespérée, sans issue, sans échappatoire, j'allais dire sans justice. C'est une autre forme de justice, c'est une justice diabolique, mais en tout cas... c'est peut-être l'aspect désespérant qui émane aussi de la mythologie de Angel Heart, pas la mythologie en elle-même, mais l'aspect désespérant qu'elle dégage, qui peut, pour moi, être constitutif d'un film d'horreur à proprement parler. Mais pour moi, c'est plus secondaire que son aspect film noir ou film tragique. Voilà. Moi, je dirais personnellement que le fantastique dans Angel Heart participe quand même à produire des effets, des effets presque d'horreur, en tout cas apparentés au film d'horreur. C'est vrai que je parlais dans la thématique, mais c'est un film qui est assez angoissant, qui est assez effrayant en vérité quand on y repense après le visionnage, parce que pour l'avoir un petit peu décortiqué, on se pose un peu des questions quand même. Mais oui, je comprends tout à fait que tu le considères pas comme un film d'horreur. C'est vrai que l'intention première n'est pas de faire peur tout de suite. Mais il y a, en tout cas, dans cette perte de repères et dans cette étrangeté dont on parlait plus tôt, il y a quand même pour moi quelque chose qui est profondément horrifique, en tout cas terrifiant. Oui, je trouve. Mais comme j'ai dit, pour moi, cet aspect terrifiant ne tient qu'à la fatalité, en fait. Oui. C'est surtout ça. Donc, au film noir. Exactement, voilà. Mais l'horreur, elle peut venir du film noir aussi, des enjeux du film noir, elle peut venir des enjeux de la fantaisie, de la science-fiction, surtout très souvent de la science-fiction. Je pense que quand on regarde, je sais pas si tu regardes la série Black Mirror, mais... J'en ai vu quelques épisodes. Je sais pas, lesquels t'as vu ? Les premiers. Les premiers. Donc t'as vu celui... Le cochon. Le cochon, oui, ça je me souviens, mais ce qui m'a le plus marqué, que j'ai trouvé vraiment terrifiant et ultra glauque, c'était le deuxième avec les gens qui pédalent, là, tu sais, 15 Million Merits, avec ça en plus, effrayant. Avec cette publicité qui revient en boucle. Ouais, si tu clignes des yeux, si tu fermes les yeux, elle va s'arrêter. En plus, un règne de la vulgarité absolue, la beauté n'est nulle part. La science-fiction aussi, elle peut être vraiment porteuse d'horreur, et dans le cas de Black Mirror, elle le fait à merveille. Mais regarde, je te conseillerais éventuellement un épisode de Black Mirror. Je pense que c'est l'épisode qui a conceptualisé, je pense, la pire méthode de torture imaginable par l'esprit humain. Et là, pareil, pas d'échappatoire. C'est l'épisode White Christmas. White Christmas, donc Noël blanc. Ça parle d'intelligence artificielle, notamment. Tu regardes, mais... Je regarderai ça. Voilà, mais c'est assez terrifiant, cette série que j'adore et que je recommande. Malgré tout ce qu'on peut dire de Netflix et compagnie. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'horreur. J'aimerais aussi évoquer quelques exemples du fantastique qui peut s'introduire dans le genre dramatique pour en esthétiser ou pour en porter les enjeux. Donc j'ai quelques exemples, j'ai que des films que j'adore, évidemment. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, Birdman de Alejandro González Iñárritu, Enter the Void de Gaspar Noé, ou encore The Fall de Tarsem Singh, qui explore l'essence d'un drame intime à travers le prisme de la foi. Donc ça peut être la foi en un imaginaire, ça peut être la foi en un destin, en un monde, en un au-delà, en un ailleurs, et le fantastique vient à chaque fois donner corps à toutes ces problématiques, ce qui leur permet finalement de transcender le film et gagner aussi en intensité dramatique, parce que c'est justement à ça que sert le fantastique ici. Je sais pas si toi tu as quelque chose à dire. Non, mais tu parles de la foi qui émane comme ça de quelque chose de quotidien, en tout cas d'un drame réel. En l'occurrence, j'ai pas vu le film, mais c'est la perte d'un proche, c'est ça, c'est le deuil. Oh, ça peut être plein de films, je sais pas duquel tu parles. The Fall. The Fall. Ah non, The Fall, c'est une gamine qui est malade dans un hôpital. Ah, alors, c'est une gamine qui est malade dans un hôpital. À côté, dans le même hôpital, il y a je crois que c'est un ancien, si ma mémoire est bonne, c'est un ancien cascadeur alcoolique qui va finir handicapé toute sa vie, et donc du coup qui est dépressif, mais qui lui raconte des histoires, chaque jour des histoires un peu improvisées à la gamine, et en échange, elle doit aller chercher
elle doit aller lui chercher des bouteilles pour se bourrer la gueule, quoi. Voilà. Et c'est ce qui est très intéressant avec ce film, j'en profite pour faire la promo de ce film qui, je pense, est encore un peu méconnu du grand public. C'est une production... Alors, je pense que c'est une production américaine, britannique, indienne et sud-africaine. Et Tarsem Singh, c'est un réalisateur indien, ou en tout cas d'origine indienne. Je crois qu'il avait fait un autre film qui était avec Jennifer Lopez, qui était The Cell. En tout cas, j'ai pas vu The Cell, mais j'ai vu The Fall. Et ce qui est très intéressant, c'est que faut se dire que l'équipe a pratiquement fait le tour du monde pour filmer ces séquences de contes qui sont racontés par le cascadeur à la gamine. On passe de l'Inde à la Namibie, à l'Allemagne, je crois. On fait le tour du monde. On passe à travers toutes les merveilles du monde de façon totalement déjantée. Mais au-delà de l'imagerie, quand même, le film raconte une histoire, et c'est en l'occurrence l'histoire de drame intime. Mais est-ce que l'histoire de la perte d'un proche est présente dans un des films que j'ai cité là? Oui, bah oui, Enter the Void de Gaspard Noé. Je l'ai pas vu. En l'occurrence, le film est littéralement filmé du point de vue de quelqu'un qui meurt et qui observe l'impact de sa mort sur ses proches. Donc c'est une âme qui survole Tokyo. Et parfois on est pris dans les souvenirs de cette personne qui est morte. C'est absolument incroyable, ça ressemble à aucun autre film. Mais oui, en tout cas là ça parle aussi du cataclysme d'une mort dans une petite cellule familiale, puisqu'en l'occurrence c'est surtout un frère et une sœur qui avaient perdu leurs enfants, qui avaient perdu leurs parents. On dirait que je parle des Lannister, qui avaient perdu leurs parents à un jeune âge. Donc oui, après je pense qu'il y a sans doute des films dramatiques qui font appel au fantastique pour parler de la question de la perte d'un proche. Je pense à Ordette de Dreyer, peut-être. Ordette, la parole de Dreyer. Et puis dans un registre beaucoup plus récent et dans un registre beaucoup plus grand public, En avant de Pixar, moi que j'ai adoré. Je ne l'ai pas vu. Très très beau film, très beau film. Voilà. Mais les films de Pixar aussi souvent ils abordent la question de la mort aussi à travers le fantastique. Un Coco, c'était ça aussi. Il le fait, c'est les films où ça se fait très bien, voilà. Non, tu parlais de la foi, de comment la dimension religieuse, ou en tout cas la croyance peut affecter le réel ou la perception qu'on en a. Et c'est pas justement une question. C'est pas quand je dis la foi, faut vraiment entendre la question de la foi par ce qu'on choisit de croire et ce qu'on choisit de ne pas croire. C'est pas juste une question religieuse. C'est une question de choix, d'accord. La foi, faut vraiment entendre la foi au sens large. Moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez sceptique. Enfin, on va dire, je sais pas en quoi croire. Voilà. J'hérite d'une culture catholique, notamment par ma mère, mais je me positionne pas trop sur les affaires religieuses. Mais par contre, la question de la foi, ça peut parler à n'importe qui, même quelqu'un d'athée. C'est pas juste une question religieuse. Faut pas juste entendre. D'ailleurs, je veux dire, de la croyance. Ouais, la croyance, voilà. C'est ça. Mais la croyance, voilà, au-delà des questions religieuses, La spiritualité, même, voilà. Non, ça me fait penser à un film de Scorsese qui est un peu oublié aussi, qui est un peu bizarre. C'est À tombeau ouvert. Je croyais que tu allais dire Shutter Island. Shutter Island, oui, il y a évidemment cette question qui arrive de tout le film en fait. Mais À tombeau ouvert, c'est un film qui peut avoir des relents fantastiques par moments, qui est assez étrange, assez fou. Donc, le fantastique semble affecter le quotidien par la croyance ou la non-croyance. On peut dire qu'il est un peu présent dans le réel aussi. Dès qu'on choisit d'y croire, on va dire. Ou oui, qu'on se pose la question, c'est justement ça ce que je veux dire. Dès qu'on se pose la question, c'est exactement ce que je veux dire. C'est qu'au bout du compte, le réflexe d'acceptation, de doute ou de déni qui va guider les enjeux métaphysiques d'un film, on peut faire un parallèle avec la vie réelle, parce que peu importe l'attitude par laquelle nous-mêmes on va choisir ou pas d'être guidés vis-à-vis de cette question de la foi, de la croyance, de la spiritualité, peut-être que finalement le fantastique, il est toujours là, quelque part. Je dis bien peut-être, mais en tout cas, il est peut-être là dès le moment où on commence à se poser la question de la foi. Parce qu'à partir du moment où on choisit d'y croire, qu'est-ce que la vérité, hein? Voilà. Oui, ça me fait penser au film Les Autres, d'Amenabar,
Oui, où, très beau où le film. deuil, et en tout cas la perte de l'être aimé, est centrale. Je trouve ça super intéressant de mettre en parallèle le deuil, la croyance et... J'ai un putain de film à te suggérer, oui, la question du deuil à travers le fantastique. Un très beau film de Juan Antonio Bayona qui avait fait L'Orphelinat et The Impossible. Ce film s'appelle Quelques minutes après minuit. Je crois que je l'ai pas vu. C'est un très très beau film, très très beau film. Quelques minutes après minuit, je suggère, vraiment, je conseille ce film. Préparez vos mouchoirs, hein, par contre. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et est-ce que du coup, tu as encore des choses à dire? Est-ce que tu as d'autres interrogations à lever concernant justement ce qui peut dans le réel inviter l'irréel? C'est une question de conscience aussi. Tu parlais de croyance, c'est une question de conscience. La quête de l'identité ou la recherche de son identité, elle passe par une connaissance du soi, du moi. Bon, je suis pareil, encore une fois, je vais dire des bêtises si je vais trop vers les concepts de Freud, mais ce personnage, par exemple, dans Angel Heart, qui se cherche lui-même sans le savoir, cette identité qui mue et qui mute, ça fait penser aussi à Kafka, ça fait penser aussi à des auteurs comme ça qui sont profondément fantastiques. Et donc pour moi, le fantastique résonne, par rapport au réel, Oui. principalement. Et je pense qu'il questionne aussi par rapport aux interrogations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours sur le réel. Parce que justement, Todorov, il dit qu'il y a deux questions qui émanent de la question du fantastique. C'est la question du moi, la question de je et la question de tu. Et la question de moi, qui suis-je? En fait, qui suis-je? Quelles sont les parties de moi que je ne connais pas? Et en fait, le tu, c'est quelles sont les parties du monde extérieur que je ne connais pas? Quelles sont justement, voilà, c'est... Et là, Angel Heart apporte aussi apporte des questions, des réponses à ces deux questions, parce que qu'est-ce qui régit l'ordre suprême des choses, en l'occurrence? Peut-être Dieu, mais là, la seule force supérieure dont on prenne conscience de l'existence, c'est plutôt le diable. Donc, il répond à la question du tu, et il répond à la question du je, parce que finalement, le personnage principal... fait sa propre rencontre aussi, et il y a toute la saloperie qui était distillée de la part de ce personnage sur tout le reste du film, elle finit par prendre un sens avec aussi une réponse fantastique. On pourra pas dire évidemment la même chose que Kusturica avec Underground, parce qu'il n'y a juste pas de réponse qui soit apportée, et c'est d'ailleurs ça le principe. En fait, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus désespéré, hein, le monde de Kusturica est beaucoup plus désespéré que celui de Alan Parker, quoi. Qu'est-ce qui est plus flippant, le diable ou rien du tout? Voilà, on peut se poser aussi cette question-là, tu vois. On aura finalement parlé du film noir, on aura parlé du film de guerre, du film historique, on aura un petit peu évoqué l'horreur, on aura un petit peu évoqué le drame. Je pense que globalement, on aura quand même démontré par tous les exemples qu'on a déployés que le fantastique, finalement, il était bienvenu dans n'importe quel genre cinématographique, dès le moment où certains enjeux étaient posés. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait conclure cette édition du podcast, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Non, c'est très clair, et merci à toi de m'avoir invité. Oui, je te remercie. Voilà, j'en profite du coup pour te remercier, Marceau, de m'avoir accompagné pour ce 4e épisode. Remercier l'association Ciné 7 de l'Université de Paris. Et évidemment, remercier nos potentiels, je l'espère, auditeurs de nous avoir écoutés. J'aimerais vous dire que la prochaine édition concernera la représentation des maladies mentales dans le cinéma fantastique, mais c'était ce que j'avais dit déjà à la précédente édition, la fin du précédent épisode, et on a eu quelques perturbations dans le calendrier. Donc j'espère qu'on parlera du coup de la maladie mentale très prochainement. Dans tous les cas, gros bisous!